Alors, il y a une question qui me taraudait l'esprit depuis déjà pas mal de temps et je pense que chacun d'entre vous, en tant qu'entrepreneur, vous vous êtes posé la même question que moi. La question est la suivante. Est-ce que la niche dans laquelle je me retrouve ou que j'ai choisi, que ce soit peut-être vous avez déjà votre entreprise ou soit vous êtes en train de monter la vôtre, est-ce que ma niche est un bon choix? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que ça vaut le coup ou pas du tout? Est-ce que mon marché vaut le coup? Et en fait, je suis allé chercher les datas sur les 20 ou les 30 dernières années, que ce soit chez, avec les datas de l'INSEE ou encore avec la banque des PME. Et je me suis amusé à aller voir quelles sont les entreprises qui ont performé et qui sont restées quand même assez stables ou voire vraiment en bonne croissance sur les 30 dernières années et qui ont fait face aux difficultés financières, que ce soit les différentes inflations, que ce soit la crise des subprimes, la crise du Covid. Et je suis allé voir vraiment quelles sont les entreprises qui ont tenu le coup et qui n'ont pas, on va dire, échoué ou juste fermé leurs portes. Et ce que j'ai découvert, c'est assez vraiment surprenant. Alors, tenez-vous bien parce que j'ai sélectionné 7 parce que je trouvais c'est ce qui est c'est par ordre donc de survie, on va dire. Et c'est assez incroyable le listing que j'ai découvert. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans la moyenne des boîtes qui existent, que ce soit en France ou en Union européenne de manière générale, généralement, il y a la moitié qui malheureusement succombent ou qui ferment leurs portes au bout de 5 ans, la moitié. Et au bout de 10 ans, il reste quasiment 20%, entre 15 et 20% en fonction des secteurs d'activité. Et c'est vraiment au final peut-être celle qui passe le stade des 15 années d'existence et donc qui reste quand même présente. C'est à peu près de l'ordre de 15%. D'accord? Donc vous avez 100 boîtes. Au bout de 10 ans ou 15 ans, il n'y a que 15% qui restent. Ça fait un peu peur quand on est entrepreneur, on se dit purée, je fais tout ça pour que au final tout s'effondre, tout part. En fait, il y a une réalité qui est assez incontrôlable. C'est que on peut choisir un secteur d'activité, faire OK, tu vois, rester OK, faire ce qu'on veut faire, gagner de la thune, gagner de l'argent, embaucher des gens, créer vraiment de la valeur et rester quand même vivant pendant une longue période. Et c'est la liste que je m'apprête là à partager avec vous. Donc, numéro 1, première liste, c'est quoi? Dans la liste, c'est tout ce qui est lié au secteur de la santé et les activités un petit peu médicales ou paramédicales. Vous êtes infirmière ou bien vous avez une petite boîte qui gère les infirmières pour aller, que ce soit à domicile ou que ce soit en intervention d'urgence, etc. C'est un service qui a jamais faibli. Peu importe les situations financières du pays, peu importe les conditions générales des gens qu'on retrouve, c'est un service qui meurt rarement. Il y a quasiment 85% des boîtes qui sont dans ce truc-là qui réussissent à survivre au bout de 20 ans. Vous imaginez, c'est juste incroyable, 20 ans. Et c'est aussi parce qu'en fait, c'est un secteur d'activité, c'est une petite niche, là, le service médical, bien niche, bien pointueux, parce qu'il y a toujours de la forte demande, surtout pour les personnes âgées. C'est aussi une sécurité, juridique. N'importe qui ne peut pas être infirmier, mais quand par exemple on est infirmier, donc on a un diplôme, on peut créer une boîte dans ce sens-là, ça peut vraiment rester le plus longtemps possible. Et c'est aussi une clientèle stable, parce que souvent ce qui se passe, c'est, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de la LTV, le Long Time Value, c'est le fait qu'un client demande ton service plusieurs fois. Tu vois, là, on parle de patient, entre guillemets, patient-client. Donc, c'est quelqu'un qui va faire demande à ton service et qui va revenir à chaque fois parce qu'il te fait confiance, parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est installée entre vous. Donc, ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, tout ce qui est lié à la profession libérale, juridique, avocat, les notaires, etc. Pareil, tu as un notaire ou tu as un diplôme dans ce sens, tu peux effectivement monter une petite boîte dans une petite PME qui va faire vraiment du chiffre, et parce qu'en fait les conditions d'accès sont assez restreintes, vraiment une catégorie de personnes, tu peux rester très très longtemps. Là typiquement c'est 80% de réussite qui peuvent dépasser même 30 ans d'existence. Et vous allez voir par exemple tous les services notariales, ils sont là depuis 50-60 ans et ça meurt jamais.
C'est un service qui est toujours là, il est protégé par l'État et en fait, vous faites du bon chiffre, vous pouvez même dépasser le 1 million avec ce type de business et c'est un business qui est assez stable. Pas forcément une super grosse croissance, mais assez stable parce qu'en fait, c'est géolocalisé par rapport par exemple à une localité, par rapport à un département, par rapport à une ville et en fait, si vous avez au client, généralement, il revient vers toi et donc pareil, la LTV est assez importante. Donc ça, c'est le numéro 2. Numéro 3, les services informatiques, tout ce qui est SAS, tout ce qui est un petit peu qui demande un petit peu de l'ingénierie informatique. Alors pourquoi c'est assez stable? Parce qu'en fait les conditions d'entrée est pas restreint. N'importe qui à partir juste d'un petit bagage, tu peux faire ça. Tu peux proposer un SAS ou un service informatique ou dépannage informatique ou quoi que ce soit et ça affiche un taux de réussite de 75%, ce qui n'est pas du tout négligeable et c'est souvent des services qui restent vraiment longtemps à partir du moment où ils arrivent vraiment à suivre la tendance du marché, à être assez innovants, à ramener toujours de la valeur, etc. à leurs clients. Si tu arrives à faire ça, tu peux rester vraiment très très longtemps dans ton service, mais c'est aussi parce que tout ce qui est lié à un service informatique, tu n'as pas besoin de locaux, tu n'as pas besoin vraiment de matériel. Si tu as juste un PC ou des fois même un téléphone, c'est largement suffisant. C'est-à-dire tu n'as pas de charge énorme à faire. Et d'où le boom informatique qui a commencé depuis les années 2000 jusqu'ici et ça continue vraiment. Si tu as une niche dans un marché bien dédié, dans l'informatique SAS, que tu résous un problème vraiment de certains gens et que tu arrives vraiment à suivre l'évolution de tes clients, à ramener vraiment de la valeur, à résoudre leurs problèmes, tu peux rester vraiment très longtemps, d'autant plus que tu peux faire face à toute situation financière extérieure qui ne dépend pas de ton business forcément, parce que tu n'as pas, de contraintes ni logistiques, ni de contraintes techniques, ni de contraintes, on va dire, d'investissement, parce que c'est un modèle qui est assez souple, qui est assez scalable et tu peux faire de l'argent assez facilement. Donc voilà, ça c'était troisième point, troisième type de business ou de niche. Quatrième point cette fois-ci, c'est tout ce qui est lié à la formation et au conseil. Il y a beaucoup de boîtes, moi j'ai vu sur les 10 dernières années, il y a énormément de boîtes de conseil. Elles ont explosé donc partout, que ça soit dans l'informatique, que ça soit dans la communication, que ça soit dans le marketing, que ça soit dans dans la logistique. Il y a beaucoup de boîtes qui vendent des personnes conseils. Donc en fait leur modèle est très simple. Ils vont recruter des petits jeunes qui sortent de l'école. Et en fait ils vont les vendre au TGM, on appelle ça taux journalier moyen. Un prix assez fort, généralement ça bascule entre 450 jusqu'à 650, des fois même un peu plus, 650 € par jour. Donc ils font des bénéfices, soit il les prend en salarié, soit il leur donne juste une commission. Et par exemple sur chaque jour payé par le client, ce qui peut être une grosse banque, qui peut être un opérateur téléphonique, qui peut être par exemple EDF, un opérateur énergétique, etc. C'est souvent des grosses boîtes. Elles arrivent à être référencées dans ces boîtes-là, ce qui fait que ils font un petit nom et ils peuvent vraiment survivre sur la longue durée. Et c'est ce type de boîte, ce type de business. Donc, ils survivent aussi soit avec des commissions, donc qui prennent sur les paiements de leurs consultants, soit c'est des salariés, et forcément un salarié que tu payes quasiment 4 000 € par mois, alors que tu empoches derrière plus de 20 000 € par mois, le bénéfice est juste énorme. Donc ces boîtes-là, elles arrivent vraiment à avoir un large profit, de très bons bénéfices, et quand il y a des périodes de crise, ils peuvent juste soit licencier, pour réduire forcément leurs charges, soit licencier, soit mettre fin au contrat qu'ils ont avec les entrepreneurs entre guillemets indépendants. Il y a aussi dans cette niche-là, donc qui affiche un taux un taux de réussite de 70% sur 20 ans. Il y a ce qu'on appelle les modèles de coaching. Et ça, pareil, si vous allez sur YouTube, moi, des fois, je fais ça aussi, du coaching à la personne, du coaching pour les entrepreneurs, des coachings, par exemple, dans le domaine médical, dans le domaine, du bien-être, dans le mindset, etc. Il y a beaucoup de coachs qui proposent leurs services informatiques parce que qu'est-ce qu'il fait? Il va enregistrer sa formation, il va la mettre en ligne, il va faire payer les gens, quelques euros, quelques centaines d'euros, des fois quelques milliers d'euros si c'est vraiment quelque chose de très pointueux et qui apporte vraiment de la valeur à ses clients. Et c'est un service pareil qui ne demande pas un grand investissement. Si tu as juste un portable et un PC, tu enregistres ta formation, tu mets en ligne. Il y a même des plateformes où donc ce type d'entrepreneur il met en ligne avec un petit peu de pub, ils arrivent vraiment à bien vivre et des fois même à faire des centaines de milliers d'euros
par an et des fois même par mois, quand ils sont vraiment assez connus. Donc voilà, ça c'est le quatrième point. Maintenant, cinquième point ou cinquième niche ou type de business, c'est tout ce qui est lié aux activités immobilières. Des agences, des services donc de nettoyage, des services par exemple qui sont liés à la conciergerie, souvent Airbnb. Et ça c'est quelque chose d'assez nouveau parce que autant avant il y avait des services de conciergerie qui marchait vraiment très très bien, autant que depuis le début par exemple le début de Airbnb et qu'il y a beaucoup de gens donc, qui ont pas forcément le temps de s'occuper de leur propre appartement, de leur propre maison, qui mettent en location courte durée Airbnb. En fait ils font appel à des entreprises qui font ce type de service, le ménage, donner les clés, récupérer les clés, nettoyage de fond en comble, des petits services comme la plomberie, comme l'électricité, etc. Si jamais il y a des petits trucs. En fait, c'est des entreprises qui proposent un package pour que celui qui tient un bien immobilier, qui met en location courte durée, qu'il a vraiment rien à penser. Donc, il va payer peut-être 20 ou 30% pour chaque client qu'il reçoit. Et c'est les commissions qui font vivre vraiment ces gens-là. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est que ces petites PME, elles grandissent en fonction vraiment du marché. Et souvent, elles sont stabilisées, elles sont vraiment spécialisées dans un type de bien, Airbnb. Et surtout, elles sont dans une localité géographique bien précise. Des fois, dès qu'elles deviennent un petit peu plus puissantes, elles vont sortir de leur territoire, elles vont aller dans le territoire voisin, mais des fois, ça crée de la concurrence et ça réduit les marges et les bénéfices nets de ce type d'entreprise. En tout cas, c'est une super bonne idée. Si vous êtes en France, vous pouvez le faire. C'est ce type de niche. Il est aussi très bien à l'étranger, dans les pays émergents, le Maroc, la Tunisie, etc., ou même dans les pays de l'Est. Il y a pas mal de Français qui font ce service-là là-bas. Ils recrutent là-bas sur place des femmes de ménage. La main-d'œuvre, ça coûte pas vraiment cher. Et du coup, ils font ce service-là directement aux propriétaires qui sont basés ici en France. Tu vois un petit peu l'idée? Les propriétaires sont français, ils ont des biens à l'étranger et ils recrutent ici en fait. Et ces entreprises, elles suivent leurs clients. Et c'est-à-dire que leur chiffre d'affaires, le LTV, elle augmente au fur et à mesure que leurs clients augmentent et rajoutent de plus en plus de biens. Donc ça, c'est vraiment un super business qui permet aussi d'afficher un taux un taux de réussite de plus de 70% sur les 20 dernières années. Incroyable. Ensuite, on a le sixième type de business, c'est tout ce qui est lié service à la personne. La petite enfance, les personnes âgées, les personnes handicapées, tous les services par exemple de transport par exemple des handicapés, c'est un service qui alors ça demande un billet d'entrée parce qu'il faut acheter un véhicule assez spécialisé. Souvent ce type de véhicule il est cher, mais quand ton business model est assez clair, tu vas voir le banquier, tu lui dis que voilà, tu es déjà par exemple dans le secteur, tu as fait une formation, souvent tu arrives à avoir un crédit et tu peux demander ce type de business. Le truc c'est que si tu travailles pour toi-même, c'est-à-dire tu es le seul à faire, c'est difficile. Mais si tu penses vraiment de manière stratégique, tu comprends un petit peu comment ça fonctionne, et puis après tu recrutes des chauffeurs qui vont faire la même chose que toi, tu les formes, tu mets en place une bonne formation pour qu'ils comprennent comment se comporter avec ce type de client. En fait, ça peut aller vraiment très très vite parce que tu vas commencer à faire tes premiers résultats, tes premiers bénéfices, et le premier bilan où tu attends peut-être la deuxième, voire la troisième année, tu feras toujours du chiffre, t'inquiète pas. Et après, tu vas aller voir le banquier au bout peut-être même de la deuxième année. Tu lui dis voilà, j'ai ça, ou tu vas voir des investisseurs. J'arrive à faire vraiment un bon chiffre. Je veux de l'argent pour acheter un deuxième véhicule, voire un troisième véhicule. Et comme ça, en fait, tu fais croître ton affaire, tu recrutes plus de personnes et en fait tu fais juste de la gestion, on va dire entre guillemets opérationnelle, et si tu arrives à être un peu plus stratégique que ça, tu peux juste gérer le développement et tu laisses la partie opérationnelle à une autre personne que tu formes pour gérer tous les déplacements, voire même une application qui est dédiée à ça. Le service à la petite enfance, c'est aussi un super business parce que
souvent, ce qui se passe, les gens, quand ils ont le premier bébé, voire ils ont 2 ou 3, ils ont toujours besoin de petites crèches, de micro-crèches, ce qu'on appelle, parce qu'il y a des grosses crèches ou les crèches municipales qui peuvent pas tout accueillir. Donc, les micro-crèches, elles arrivent à faire ça. Il y a des groupes, par exemple, comme Babylou, je pense le Petit Chaperon Rouge. En fait, il y a pas mal de groupes qui ont commencé vraiment avec une crèche et aujourd'hui, ils se retrouvent avec 4500, 6000 crèches. Ils ont grandi de manière phénoménale. Juste parce que il y a un marché qui est assez monstrueux, ça compte vraiment en milliards d'euros et c'est quelque chose qui meurt jamais. Le service social à personne, donc les personnes âgées, c'est la même histoire. Il y a de plus en plus de vieux dans le continent, surtout en France. Il n'y a pas assez, comment on appelle ça, de structures qui peuvent accueillir ces gens-là, voire des fois des gens qui ont des besoins vraiment bien spécifiques. C'est vrai que c'est quelque chose de pénible, c'est pas du tout comme la petite enfance, mais c'est quelque chose qui est très rémunérateur. Un mois, une personne âgée que tu peux accueillir chez toi avec tous les services médicaux, soins, services de restauration, etc., plus literie, etc., activité, il peut te ramener facilement 2000-3000 balles par mois. Si tu as un système d'accueil qui peut qui peut ramener plus de 100 personnes, en fait, tu fais le calcul et c'est vraiment pas mal rentable. Sauf que là, comme l'État, il a mis des restrictions assez dingues sur ce type de business depuis qu'il y a eu un clash sur le marché, qu'on a vu que malheureusement certaines personnes âgées étaient mal accueillies, maltraitées. Donc là, si toi tu arrives avec un super service et tu veux vraiment, tu rapportes de la valeur à tes clients et tu prends vraiment soin de ces personnes-là, comme si c'était tes propres parents, crois-moi, tu fais de la thune. Moi, je peux pas le faire parce que j'ai du mal avec ce type de business. Alors, c'est un business aussi qui demande un ticket d'entrée parce qu'il faut avoir une première structure, mais rien ne t'empêche, par exemple, d'avoir, des appartements, un premier appartement que tu peux même prendre en location. Tu l'aménages de manière à offrir une bonne hospitalité à tes clients et ça se passe très bien. Tu commences petit, tu comprends comment les choses se fonctionnent et puis après, ça peut aller très très vite. Crois-moi, c'est un super business. Ensuite, et le dernier point, le 7e point, c'est la maintenance industrielle dans le BTP spécialisé. C'est-à-dire, c'est tout ce qui tourne autour du BTP, mais pas vraiment de la construction. Là, on parle vraiment des systèmes de climatisation, de la plomberie, de l'électricité. Alors, c'est des artisans généralement qui font ce type de business, mais tu peux avoir aucun lien. Tu peux pas être artisan ou tu peux pas être forcément un plombier ou un électricien, mais si tu peux avoir déjà des clients et tu recrutes par exemple un électricien, tu apprends un petit peu petit à petit, tu peux les mettre sur des chantiers, tu peux les mettre sur des marchés, tu peux proposer un service même en ligne de faire intervenir par exemple un plombier ou un électricien ou un chauffagiste ou etc. chez des particuliers. C'est juste que la différence c'est que quand tu vises les particuliers, souvent les particuliers ils veulent juste réduire le prix, donc tu ne feras pas forcément de marge avec eux. Mais si tu fais ce type de service aux entreprises, là tu as du gros ticket. Donc je répète les 7 types de business ou les 7 types de niches. Donc, 1, vous avez tout ce qui est lié à la santé et l'activité à la personne. Donc, médical, spécialisé, paramédical. 2, les professions libérales, avocats, notaires, etc. 3, service de l'informatique qui est vraiment assez bien, 75% de survie. Formation et conseil. Donc tout ce qui est consulting, 70% de survie pour ce type d'entreprise. Les activités liées à tout ce qui est immobilier, les locations, la conciergerie, etc. 6e point, le service à la personne, petite enfance, personnes handicapées, personnes âgées, ça marche vraiment très très bien. Pareil, 70% de survie. Et puis après, et à la fin, le 7e point, tout ce qui est lié au BTP et aux services spécialisés comme la plomberie, la menuiserie, électricité, chauffagiste, climatiste, voilà, tout ce type de services. En tout cas, j'espère que ça t'a apporté une petite valeur, tout ce que je t'ai raconté. Maintenant, il y a 2 choses. Soit tu es dans ce type de service, et tant mieux pour toi, c'est très bien. Soit tu n'es pas dans cette niche. Si tu n'es pas dans l'une de ces niches-là, si ta boîte ne fait pas partie de ce type de structure, n'aie pas peur. Il y a quelque chose d'assez important à savoir, c'est que si tu arrives à avoir ton client parfait, ton client qui
qui apporte vraiment, qui considère la valeur que tu apportes, que tu peux faire payer vraiment un super prix, que tu peux gagner de l'argent et tu fais vraiment des bénéfices, là c'est bien. Si par contre, tu es dans une niche où tu n'as pas forcément ton client parfait et les clients que tu as, ils vont toujours faire baisser, ils vont vouloir faire baisser ton prix. En fait, là, à un moment donné, tu vas te retrouver étranglé parce que tu n'as plus les épaules, tu n'as plus la santé financière qui va faire que tu peux innover, tu peux recruter pour avoir beaucoup plus de frappe, pour aller ratisser, d'autres clients, pour aller voir ce que tu peux faire davantage, comment ramener encore de la super valeur à ton client. Si c'est pas le cas, je t'invite vraiment à réfléchir et à reconsidérer, pas forcément ta niche, parce que souvent, c'est dans la niche que se trouve l'argent. Mais si tu arrives vraiment à bien considérer la question, savoir exactement le problème de ton client, qu'est-ce qu'il cherche vraiment, ou ce qui lui fait vraiment mal, et que tu arrives avec une solution, une offre, un produit ou un service qui résout vraiment son problème, là tu as gagné. Peu importe la structure, peu importe la niche, peu importe. Si tu arrives à faire ça, tu as gagné. Et ça, tu le fais comment? Tu le fais vraiment en connaissant ton client, ce que j'appelle le client parfait. Tu prends un coup de téléphone, tu l'appelles et tu l'écoutes. Tu as 2 oreilles et une bouche pour parler moins et écouter 2 fois plus. Donc, quand ton client te parle, tu écoutes et tu essaies de comprendre son besoin, de comprendre sa peine ou sa douleur. Ou bien encore, s'il a peut-être un désir qu'il va absolument faire, qu'il va absolument atteindre, là tu écoutes, parce que c'est ça qui va te ramener la richesse. Ok, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo-là t'a été utile, et n'hésite pas à commenter sous cette vidéo-là, dans quelle niche tu te retrouves. Ça me donnera peut-être des idées pour des vidéos un peu plus tard. Ok, prends bien soin de toi et encore plus la patate. Ciao, ciao, ciao.